En débat, le sénateur Wu. Merci, Votre Honneur, honorable collègue. Je suis heureux d'avoir l'occasion de parler de cette motion qui est controversée pour de nombreuses raisons et qui a aussi suscité de fortes émotions. Contrairement à ce qui se passe à la Chambre commune, nous avons ici un véritable sujet, ce qui, je crois, fait honneur à cette Chambre du second examen objectif que nous sommes. Il y a bien sûr des points de vue divergents, y compris des points de vue qui puissent être inconfortables pour certains, mais je pense qu'il nous faut embrasser la diversité d'opinions plutôt que de chercher à l'étouffer. La motion est bipartite. La première concerne la situation critique des Ouïghours au Xinjiang et la seconde appelle effectivement au boycott des Jeux olympiques d'hiver de 2022 en Chine. Je vais me concentrer sur la première partie, car la question des Jeux olympiques est relativement simple. Dans quelle mesure devons-nous permettre à la politique d'influencer les événements sportifs? En bref, mon avis, c'est pas vraiment. En ce qui concerne la question plus épineuse du Xinjiang, permettez-moi de commencer par dire que votre vote sur la motion en dit très peu sur vos sentiments concernant le sort des Ouïghours. Bien sûr, il y a ceux qui veulent que votre vote sur cette motion soit un test pour mettre à l'épreuve qui vous êtes et ce que vous défendez. Je compatis avec ceux parmi vous qui pensent qu'ils doivent voter en faveur de la motion afin de ne pas être catalogués d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle il ne m'est pas facile de prononcer ce discours, qui risque de générer un torrent de dénonciations sans réflexion et d'étiquettes blessantes de la part de ce que j'appelle mon fan club, y compris certains collègues de cette Chambre. Mais je rejette ce genre de logique réductrice et d'insinuations insidieuses. Je pense que d'ailleurs c'est un reflet malheureux de notre époque, que je dois même dire cela en préambule à mon discours au Sénat du Canada. Toutefois, je me permets d'explorer avec vous tous ce qui est, selon moi, dans le meilleur intérêt du Canada et des Canadiens et Canadiennes. J'espère que nous pouvons également supposer la même chose d'autres Canadiens, en particulier les Canadiens d'origine chinoise, qui partagent une certaine version de mon point de vue, mais qui n'ont pas les privilèges et les protections dont je bénéficie. Il y a une tendance inquiétante dans ce pays. Cette tendance est que les discussions sur la Chine et les relations entre le Canada et la Chine sont formulées en termes manichéens. L'on dit par ailleurs que les Canadiens qui ont des liens avec la Chine sont reçus avec malaise, suspicion, voire hostilité. L'essentiel de la motion consiste à qualifier de génocide les actions de la Chine contre les Ouïghours du Xinjiang. Je tiens à souligner que nous avons déjà adopté une motion demandant au gouvernement d'imposer des sanctions de type Magnitsky aux responsables chinois responsables des violations des droits de l'homme au Xinjiang. Et cette motion ne comporte pas le mot génocide. Vous connaissez déjà mon point de vue sur ces motions, mais dans la mesure où cette Chambre souhaite démontrer qu'il faille agir, eh bien, une motion préconisant une telle action a donc déjà été adoptée. La motion actuelle n'ajoute aucune mesure concrète spécifique à la situation des Ouïghours en Chine. Encore une fois, il s'agit simplement d'un exercice d'étiquetage. Mes chers collègues, nous avons entendu divers ici sur ce qui se passe au Xinjiang, dont la plupart proviennent de sources américaines et australiennes. La meilleure source d'information, toutefois, sur le Xinjiang se trouve ici même au Canada. Cette source se trouve à l'Université de la Colombie-Britannique, par l'entremise du projet de documentation sur le Xinjiang. Il est extrêmement important pour nous tous de disposer de données qui soient aussi précises et complètes que possible, en particulier pour se faire une opinion sur des questions qui sont fort éloignées du Canada. Si vous vous intéressez à la détention extrajudiciaire des Ouïghours, des Kazakhs et d'autres groupes ethniques au Xinjiang, le portail de l'Université de la Colombie-Britannique dont je viens de vous parler est certainement un excellent point de départ. Vous pouvez d'ailleurs trouver l'adresse web dans le texte de mon discours qui se retrouvera bientôt affiché sur mon site web. L'équipe de l'Université de Colombie-Britannique ne nous dit pas si la définition légale du génocide a été respectée, mais je suis sûr qu'il n'existe aucune version de ce qui se passe au Xinjiang avec laquelle la plupart des Canadiens seraient à l'aise. Même si nous acceptons l'explication du gouvernement chinois, explication selon laquelle le traitement des Ouïghours est dans l'intérêt de la communauté ouïghour,
que la motivation est de contrer les actes terroristes, que les camps sont essentiellement des centres de formation professionnelle, que la démolition des mosquées est au nom du développement des infrastructures et de la modernisation. Je pense que l'on peut dire, sans se tromper, que la plupart des Canadiens et Canadiennes seraient néanmoins consternés. C'est la raison pour laquelle je comprends que pour nos collègues parlementaires de l'autre endroit, et pour beaucoup d'entre vous ici, il peut sembler impossible d'envisager de ne pas voter en faveur de cette motion. Le fait qu'il n'y ait pas de version de ce qui se passe au Xinjiang avec laquelle les Canadiens puissent être à l'aise en dit autant sur nous que ça n'en dit sur la Chine. Nous avons une vision des libertés individuelles qui est incarnée dans notre charte des droits et libertés que nous tenons pour sacrée et qui ne permettrait pas à notre gouvernement de procéder à des arrestations massives en raison de soupçons de terrorisme, de forcer des communautés entières à fréquenter des écoles pour ce que nous percevons comme étant leur avantage, de stériliser les femmes pour qu'elles ne s'encombrent pas elles-mêmes et la société d'enfants qui sont dits par les autorités là-bas inférieures, ni de relocaliser des villages entiers afin de leur donner des commodités modernes. Bien que nous l'ayons fait, ça, et on l'a fait malgré le fait que l'histoire de notre pays n'est pas si longue que ça. On l'a fait pour les Premières Nations, mais aussi pour d'autres nouveaux arrivants, pour d'autres groupes minoritaires qui étaient déterminés comme étant peu dignes de confiance, entre autres, par d'autres gouvernements précédents. Le fait que la Chine ne partage pas notre point de vue sur les libertés individuelles ou notre interprétation des libertés fondées sur la Charte ne constitue pas une base pour faire la leçon aux Chinois sur la façon dont ils devraient se gouverner. Je soupçonne que de nombreux ressortissants chinois et d'autres ressortissants d'ailleurs seront stupéfaits d'apprendre que c'est sur la base de notre Charte que les personnes handicapées dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible peuvent bénéficier d'une mort médicalement assistée. Et là, je ne cite qu'un seul exemple de ce qu'on pourrait appeler l'exceptionnalisme canadien. Mais le but de cette motion est de nous rappeler que la République populaire de Chine, la RPC, est un État autoritaire et illibéral. Si c'est ça, j'ai une nouvelle pour vous. La République populaire de Chine est un État autoritaire et illibéral depuis sa fondation il y a plus de 70 ans. Je ne veux pas minimiser ou passer sous silence les actes répressifs, voire génocidaires, commis à l'encontre des Ouïghours ces dernières années. Les accusations portées contre le gouvernement chinois, à savoir les déplacements forcés, la démolition des maisons et des modes de vie traditionnels, le contrôle coercitif des naissances, la rééducation obligatoire, la suppression des droits individuels, eh bien, tous ces actes sont aussi anciens que la RPC elle-même. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement chinois a récemment annoncé une politique visant à encourager les familles à avoir 3 enfants? Parce qu'il tente, le gouvernement, d'inverser la politique désastreuse, voire souvent brutale, de l'enfant unique qui avait cours lors des décennies précédentes, politique imposée à l'ensemble de la population, en particulier aux Chinois Han. Il se peut que la motivation qui sous-tend cette motion et d'autres motions comme celle-ci est de souligner que la République populaire de Chine est effectivement un État illibéral, un État autoritaire et que, après 70 ans, il est temps de faire quelque chose à ce sujet. C'est bien sûr le sous-texte, c'est bien sûr ce que l'on lit en filigrane dans la lutte géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Lutte qui définira au moins la première moitié de ce siècle et qui représente un grave danger pour le monde. Il ne s'agit pas seulement du fait que les États-Unis et la Chine se disputent les marchés ainsi que la suprématie militaire et technologique. Il y a certainement plus qu'un soupçon que la compétition oppose ce que certains considèrent des systèmes de gouvernement, d'une part légitimes et illégitimes d'autre part, la Chine faisant clairement partie de cette deuxième catégorie. C'est une notion qui est à l'origine d'une grande partie du débat actuel sur les relations sino-canadiennes. Débat qui est de plus en plus présenté comme étant un débat dans lequel nous devrions entretenir des relations avec le bon peuple chinois, les personnes chinoises gentilles, mais pas avec le mauvais État chinois. Ce n'est pas l'endroit pour débattre des sources de la légitimité d'un État, mais permettez-moi de dire qu'il n'est pas si simple de prétendre que le gouvernement chinois est illégitime parce qu'il n'est pas démocratique. Lors d'un sondage récent sur l'état de la démocratie de par le monde entier, 70% des répondants chinois étaient d'accord pour dire que leur pays était démocratique.
Or, 65% seulement des répondants disaient ça au Canada, 60% en Inde et seulement 50% des gens disaient ça aux États-Unis. Sur une autre question portant sur le degré de démocratie, les répondants en Chine ont exprimé une plus grande satisfaction quant au statu quo de leur pays, comparativement aux répondants à ce sondage du Canada ou des États-Unis. Si vous avez des soupçons quant à la source de ce sondage, je peux vous dire que c'est un sondage de l'Alliance of Democracies, l'Alliance des démocraties, qui a pour mission la promotion de la démocratie et du libre marché. Et c'est l'ancien premier ministre danois et secrétaire général de l'OTAN, Rasmussen, M. Rasmussen, qui est à la tête donc. Et vous dire, mais comment est-ce possible puisqu'il n'y a pas d'élection en Chine? Eh bien, on doit rappeler qu'il y a deux types de légitimité. Il y a la légitimité quant à l'intrant et quant à l'extrant. En Occident, on met plus l'accent sur les intrants. C'est une légitimité qui est fondée sur la façon dont nous sélectionnons nos représentants. Nous mettons l'accent sur des élections libres et justes. Mais les citoyens confèrent une légitimité au gouvernement selon les résultats produits par le gouvernement, c'est-à-dire aussi sur les extrants. Comme bon nombre d'entre vous, j'ai appris que la démocratie, quand il y avait des élections libres, et c'était toujours mieux parce que lorsque les gens n'étaient pas d'accord avec le gouvernement, on pouvait simplement voter pour un autre gouvernement. Et donc, on changeait les extrants en modifiant les intrants. Mais nous apprenons à la dure que les élections démocratiques n'ont pas nécessairement mené à de meilleurs résultats pour les citoyens de bon nombre d'économies industrialisées. Oui, il y a une croissance économique, mais le revenu et l'inégalité salariale a cru et on voit qu'il y a plus de tensions sociales. C'est la raison pour laquelle il y a ce déficit démocratique que l'on constate au sein de certaines économies industrialisées de l'Occident. Et certains fomentent un instinct illibéral. Je vais vous dire, je suis en faveur du choix démocratique comparativement à la certitude de l'État autoritaire. Mais la légitimité venant de l'intrant ne saurait nous permettre de nous targuer d'être meilleurs que les autres. Et la Chine peut certainement plaider qu'elle a une légitimité, même si nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce que cette théorie politique a à faire avec la motion dont nous sommes saisis? Eh bien, la prémisse de cette motion, c'est que nous avons le droit spécial de critiquer la Chine illibérale et totalitaire parce que le gouvernement est, dit-on, illégitime. Pensons aux graves violations de droits de la personne que l'on constate dans des États démocratiques. Mais pourtant, moi, je ne nous vois pas saisis de quelque commotion que ce soit. Et vous verrez là où le bas blesse. Vous direz peut-être que oui, bon, je suis d'accord avec l'observation du sénateur. Ou on devrait aussi adopter des motions qui critiquent les États, qui contreviennent aux droits de la personne. Et quel que soit le pays, quel que soit le type de régime. Mais, chers collègues, est-ce vraiment ce que nous voulons toujours faire au Sénat du Canada? Un organisme qui juge les autres pays du monde entier avec des motions de 2-3 paragraphes, motions qui ne sont pas suffisantes pour saisir toutes les nuances d'une question? Il y a une raison pour laquelle le Parlement a historiquement laissé les questions d'affaires étrangères à l'exécutif dans le cadre de la prérogative royale. La gestion des relations avec d'autres pays, en particulier les grandes puissances, est extrêmement complexe et ne se prête pas à des déclarations ponctuelles fondées sur le désir d'exécuter sans avoir la responsabilité de gérer. Pourtant, il semble que le Sénat soit de plus en plus actif sur les questions de politique étrangère, avec au moins une douzaine de projets de loi et de motions ordonnant au gouvernement de faire ceci ou cela, sur ce qui est toujours une question très étroite dans une relation bilatérale ou multilatérale plus large. Ce n'est pas seulement que ces actions sont presque toujours gratuites,
c'est aussi qu'elles peuvent être préjudiciables aux intérêts canadiens en raison de la distraction causée par l'action ou de la motion, et de la capacité de nos homologues à utiliser ces distractions, parfois de façon cynique, pour faire avancer leur propre position de négociation. À cet égard, je suis donc tout à fait d'accord avec le sénateur Harder pour dire que cette motion et d'autres comme elle ne sont pas utiles pour résoudre certains des problèmes les plus pressants dans les relations entre le Canada et la Chine d'aujourd'hui, en particulier pour les efforts pour obtenir la libération de Michael Spavor et Michael Kovrig, qui continuent à croupir dans des prisons chinoises. Cela signifie-t-il donc que nous devrions rien dire sur le sort des Ouïghours? Non. Nous devons trouver des moyens de dialoguer avec les Chinois sur la situation au Xinjiang, mais, cependant, je ne pense pas que l'exécution d'une motion d'étiquetage du Sénat soit la bonne façon de faire. Permettez-moi donc de partager avec vous une version de la façon dont j'aborde cette question dans mes conversations avec mes interlocuteurs. J'ai eu une telle interaction au début de la semaine. À nos amis chinois, je dis: nous entendons des nouvelles très troublantes sur la situation des Ouïghours au Xinjiang, que leurs droits religieux et culturels sont réprimés, qu'ils ont été envoyés dans des centres de formation contre leur gré, que leurs dirigeants ont fait l'objet d'intimidation et d'abus, que leur existence, même en tant que peuple, est menacée. Nous comprenons que vos actions sont motivées par la lutte contre le terrorisme, le désir de fournir des compétences employables aux minorités, la nécessité de moderniser les infrastructures et d'améliorer le niveau de vie et le souhait d'une plus grande cohésion nationale. Nous comprenons parce que notre pays a formulé ces mêmes revendications dans le traitement qu'il a réservé aux populations autochtones du Canada et aux groupes minoritaires qui étaient venus dans ce pays en tant qu'immigrants. Pendant plus de 140 ans, nous avons eu un système de pensionnat pour les enfants autochtones qui visait à assimiler les peuples autochtones dans la société dominante, apparemment pour leur propre bien. Ce système n'a pas fonctionné. Plus encore, nous avons compris que la politique d'assimilation des Autochtones n'était pas seulement inefficace, elle était aussi moralement inacceptable. L'héritage des pensionnats est un traumatisme individuel et communautaire qui prendra des générations et des générations à guérir. Nous avons créé une commission de vérité et de réconciliation en 2008 pour essayer de mieux comprendre ce qui a mal tourné et comment nous pourrons réparer ces torts. Les conclusions ont été publiées en 2015 et nous n'en sommes encore qu'aux premières étapes de la réponse à toutes ces recommandations. À mes amis chinois, je dis, de nombreux Canadiens ne peuvent pas écouter les nouvelles concernant les Ouïghours, même la version de votre gouvernement, de ce qui se passe au Xinjiang, sans réfléchir à la façon dont notre propre expérience avec les enfants autochtones dans les pensionnats a terriblement mal fini. En faisant ces réflexions, les Canadiens veulent communiquer à leurs amis chinois que nous ne voulons pas que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Nous le faisons non pas parce que nous avons une position morale supérieure, non pas parce que nous avons les réponses aux problèmes que vous essayez de résoudre, non pas parce que nous voulons vous faire honte à la Chine. Nous le faisons en raison de la douleur que nous ressentons pour ce qui s'est passé dans notre propre pays et pour ce que nous pouvons apprendre les uns des autres afin de ne plus commettre les mêmes erreurs. Chaque pays fonctionne dans un contexte historique, culturel et politique qui lui est propre. Mais nous pensons qu'il existe des valeurs universelles à défendre et des leçons communes qui peuvent être partagées au-delà des frontières. Lorsqu'il s'agit du traitement des peuples autochtones et des minorités, la répression et l'assimilation forcée ne font qu'engendrer des problèmes à plus long terme pour la société dans son ensemble. Les Canadiens sont toujours aux prises avec ces problèmes à long terme dans notre société et il nous est impossible de ne pas exprimer notre inquiétude face à ce que nous entendons au sujet du Xinjiang. Nous le faisons parce que nous reconnaissons notre humanité commune avec les Ouïghours et tous les peuples de Chine, et parce que nous souhaitons que la Chine réussisse en tant que nation composée de nombreuses ethnies.
Honorables collègues, c'est ainsi que j'aborde la question. Je reconnais que pour beaucoup d'entre vous, ce qui se passe aujourd'hui au Canada ou ce qui s'est passé au Canada il y a plusieurs décennies n'a rien à voir avec la question de savoir si nous devons qualifier de génocide le traitement des Ouïghours au Xinjiang. Je respecte ce point de vue, mais j'espère que vous considérerez qu'une motion d'étiquetage telle que celle-ci n'est pas la seule façon de répondre aux préoccupations légitimes et sincères des Canadiens et Canadiennes concernant les nouvelles en provenance de la Chine occidentale. Le fait qu'il existe une alternative devrait vous donner une raison de voter contre cette motion. Et si vous votez contre cette motion, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas préoccupé par les droits de la personne des Ouïghours au Xinjiang, mais parce que vous voulez faire quelque chose à ce sujet. Merci.